Microphone check one. Faut-tu qu'on clappe, donc? Cool. Gab Hardy, C'est lui-même. merci d'être là. Ça fait plaisir. Dans ton horaire chargé des dernières semaines, là, parce que pour mettre les gens en contexte, il y en a sûrement qui te connaissent du monde de l'entraînement physique, puis Ouais. le monde du hockey, puis tout ça. Mais depuis quelques semaines, tu as officiellement lancé ta campagne pour le Parti conservateur au Canada. Fédéral, oui, c'est arrivé très rapidement. Alors, ça a été un changement de cap assez vite, mais là, c'est les élections qui vont de bon train. Là, c'est un gros 35 jours intense, calé un peu à dernière minute, mais on réagit, puis ensuite de ça, on est sur le terrain, on rencontre les gens. Fait que c'est beaucoup de travail à chaque jour, mais tellement le fun à faire que ça passe très vite. Écoute, premièrement, félicitations. Ça prend du guts, puis ça prend, je pense aussi, beaucoup de courage puis d'humilité pour se lancer en politique. Fait que bravo d'entrée de jeu gentil. pour ça. C'est vraiment cool. Puis je peux pas, on va parler de hockey, on va parler de plein de trucs, mais je peux pas m'empêcher. Pourquoi que tout d'un coup, tu t'es dit, je m'en vais en politique? Qu'est-ce qui a été... peut-être, je sais pas si c'est un déclic, je sais que tu as déjà été un petit peu impliqué Non, au c'est municipal un crescendo. peu, puis, C'est un ok. crescendo, je te dirais. Tu sais, fait ma carrière comme kinésiologue, préparateur physique, puis la pandémie, évidemment, a été quelque chose qui a été, je pense, assez frappant pour tout le monde. Mais moi, ça l'a déclenché en moi une genre de fibre. Sortir un peu de mon quotidien. Évidemment, les gyms étaient fermés, puis j'aimais pas ce qui se passait, j'aimais pas la réputation que les gyms commençaient à avoir. J'aimais pas non plus la vision qu'on donnait à l'activité physique. Fait que je suis vraiment sorti pour représenter l'industrie. Fait que ça a comme été un peu mon entrée dans le milieu public pour parler à la télé, à la radio, dans les journaux, donner des entrevues sur l'importance du sport, de l'activité physique, puis de me positionner pour cette industrie-là qui, à la base, était au Québec. Ensuite de ça, je suis devenu directeur général pour l'ensemble des gyms canadiens, donc le Fitness Industry Canada. Et là, c'est déjà plus de la politique, mettons. Là. Je Ouais. suis plus dans le bain, je jase avec des politiciens, je me déplace à Ottawa, on va faire un lobbying qui est pas un gros lobbying agressif, là, qui est vraiment un lobbying d'idées. On présente un peu les faits, la science. Fait que, tu vois un peu le crescendo, la montée de mon intérêt à être un petit peu plus actif du côté public, les politiques fédérales, provinciales, municipales. Et là, ben, j'ai eu l'opportunité, finalement, de me faire approcher tout de suite après la pandémie par le parti ici à Québec pour les élections municipales. Ok. Fait que ça a comme été un essai, si tu veux, Ouais. ma première avenue là-dedans. Puis j'ai bien aimé ça, le porte-à-porte et tout ça. Et plus récemment, ben, quand le Parti conservateur, après une sortie encore pour défendre les jeunes, défendre l'activité physique, ils ont aimé mon message. Ils m'ont demandé est-ce que ça te tenterait finalement de te présenter en politique fédérale? Puis là, je me dis, ben, tu sais, c'est ça que je fais. Hein. C'est du lobbying fédéral. Je veux qu'on change les politiques. Fait que je me dis, ben, lobbyer moi-même va sûrement être plus facile. Fait que voilà, je tente ma chance en politique fédérale. Très cool. Mais tu parlais de la pandémie puis tout ça, tu sais, je pense que ce qui était vraiment bizarre dans toute cette histoire-là, puis je me souviens de t'avoir vu dans le temps une couple d'articles puis tout ça, Ouais. c'est que dans les choses qu'on devait faire, c'était comme à l'envers. Tu sais, surtout quand tu prends un step back, là, puis là, tu es comme 5 ans après, là, puis Ouais. là, tu regardes comme... Tu sais, au-delà tu sais, c'était une pandémie, puis tout le monde, c'était la première fois, puis on comprend tout ça, mais il y a des choses de base qui n'ont jamais été parlées. Puis je pense que c'est ça qu'avec le recul, en tout cas pour quelqu'un qui tripe santé, puis qui pour lui, c'est vraiment important, de voir toutes les précautions, comme peut aller marcher dehors, pas de gym, toutes les choses que, comme non, comme c'est prouvé que juste un peu de vitamine D, ça va t'aider à pas pogner la grippe ou le COVID. Ouais, C'est des choses easy d'être en forme. Comme c'est la base pour pas être malade, puis assurément de pas en mourir. Puis c'était toutes ces choses-là qu'il fallait pas faire. Fait que c'était vraiment une drôle de dynamique. Ouais. Toi, comment que tu vivais ça? Quand tu sais que c'est pas la bonne façon de faire. C'était vraiment étrange. Là. Ben, c'est sûr qu'en tant que propriétaire de gym puis en tant que kinésiologue, je veux dire, moi, mes études sont issues du département de médecine préventive. Fait que c'est certain que le côté activité physique en prévention des maladies chroniques, ben, c'est essentiel. Dans ma tête, c'était la chose à ne pas couper. Ceci étant dit, tu peux comprendre tout l'aspect international qui est les pressions, je pourrais dire les pressions internationales, aussi de dire, ben là, tout le monde fait quoi, dont les États-Unis, c'est le gros pays, tout le monde regarde puis se dit, bon, ben, si les autres le font, on va le faire nous autres aussi. Fait que je pense qu'il y a un effet boule de neige là-dedans, que tu veux pas être celui qui a risqué puis qui finalement a pris la mauvaise avenue. Ouais. Tu veux être un peu comme tout le monde
Et là, je crois qu'à un moment donné, il y a eu la course à c'est qui est le plus rigide, puis c'est qui en fait le plus, là. Mais bon, est-ce que tout a été basé sur la science? La réponse, c'est certain que c'est non. Il y a eu beaucoup de perceptions là-dedans. Mais moi, tout le long de la pandémie, c'était le message que j'amenais, puis j'ai l'impression que c'était cette ligne très mince-là entre la science, l'opinion, puis la santé, au niveau de l'activité physique et tout ça. Alors, la santé, c'est pas l'absence de maladie, c'est notre capacité à y faire face. Puis, on voyait de plus en plus, je dirais, première vague, là, pas grand-chose à dire. On ne sait pas dans quoi on s'embarque et tout ça, mais plus les vagues avançaient, plus le temps passait, plus c'était évident que les gens touchés, c'était des gens qui avaient beaucoup de maladies chroniques à la base. Alors, notre système de santé, si on revient, là, on est 5 ans après, là, ou peut-être 4 ans, mettons, après les mesures et tout ça, 18 mois de fermeture pour les gyms, donc on est en 2025, donc 3 ans et demi, 4 ans. On voit vraiment, encore aujourd'hui, je crois, qu'on a mal compris le message de la prévention. 80%, ça c'est des statistiques récentes, 80% de nos hôpitaux sont surchargés par des maladies chroniques qui sont évitables. Ça veut dire que c'est pas le cancer, exemple. À 50%, les statistiques les plus récentes ont un lien avec l'obésité. Donc, c'est pas juste le jeu du hasard. C'est pas juste le jeu d'un pool génétique qui n'est pas correct. C'est le résultat de mauvaises habitudes de vie, de la sédentarité, de ne pas bien manger, de ne pas bouger, de ne pas respecter ce pourquoi le corps est fait, c'est-à-dire être en mouvement. Et ça, quand on voit les statistiques puis on voit la science sortir, et là, on se re-questionne, est-ce qu'on aurait fait différemment si on avait respecté ça? Sûrement, aujourd'hui, on se dirait oui, on referait les choses différemment. Mais il faut apprendre de ça. Parce que de répéter les mêmes erreurs fois après fois, c'est ça qui est fou. Alors là, qu'on a toute cette science-là, puis qu'on a toute ce data-là qui regarde en arrière, puis qui dit, OK, là, on a 97%, je pense, que des morts de la COVID étaient un lien avec des personnes qui avaient minimum une maladie chronique. C'est-à-dire que 97%, d'habitude, tu as des bonnes notes à l'école quand tu as ça. Donc, tu dis, bon, mais c'est assez clair, là. C'est les maladies chroniques, notre ennemi. C'est ça qu'il faut adresser. Puis je pense qu'il faut être visionnaire un peu pour regarder en avant. L'activité physique est essentielle. Il faut réenseigner aux gens comment bouger, réenseigner à nos jeunes à aimer le sport, l'activité physique. Puis ça devrait devenir une politique claire, là, nationale, provinciale, municipale. Puis c'est un petit peu pour ça, pour revenir à ta question de tantôt, pourquoi je suis là. Dans le fond, je suis là pour cette mission-là de vie, de faire bouger les Canadiens, puis qu'on devienne une nation en santé, puis qui sauve de l'argent en bout de ligne. Là. Ben oui. Parce que, écoute, moi, je suis dans le domaine de la santé par mon travail en ce moment, puis comme c'est évident, là, il y a une vague de grippe, puis on ne peut plus opérer, on peut plus, c'est pas normal que quand il y a la grippe, il n'y ait plus de lit nulle part parce qu'il y a une grippe, là, je veux dire, comme on devrait être plus solide que ça. Mais la surcharge est due à ce qui est passager. Tu vas arriver dans tes hôpitaux, les hôpitaux ne sont pas surchargés de grippe, ils sont surchargés de maladies chroniques. Exact. Et là, tu viens rajouter la grippe par-dessus, parce qu'en crime, on n'est plus capable d'arriver. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas la grippe. La grippe, il y en a toujours eu, il va tout le temps en avoir. Mais c'est comment ça, nos étages sont pleins de maladies chroniques. Et tu sais, j'ai donné une conférence à l'international récemment, puis on sortait toutes les statistiques. C'est les plus gros tueurs au Canada. Hein? Maladies cardiaques, cancer, diabète, maladies pulmonaires, name it, là. Toutes les maladies mentales, dégénérescence et compagnie. Dans chacune des associations ou chacun des pôles gouvernementaux, Santé Canada ou l'Association Cancer Canada ou l'Association des maladies pulmonaires et compagnie, c'est l'activité physique qui est tout le temps comme le médicament numéro 1. Ben Vous devriez bouger plus. Vous devriez avoir une meilleure VO2. Vous devriez avoir une meilleure force pour notamment vieillir en santé. Là, tu es comme, OK, mais pourquoi toutes les associations puis tous les regroupements médicaux nous disent tous la même chose, mais qu'il n'y a personne qui a le courage politique de dire, OK, on va faire finalement une décision importante sur ce sujet-là. Je pense qu'il est plus que temps qu'on l'adresse. Oui, exact. Mais tu sais, est-ce que tu penses que moi, de la façon que je le vois, mais je ne sais pas ton opinion par rapport à ça, tu sais, il y a eu un gros mouvement, justement, un petit peu avant le COVID, là, de « il faut s'accepter comme on est », puis tu sais, on entendait même des médias, des gens qui sortaient puis qui disaient comme... il y a la grossophobie. Ouais, tu sais, comme ça n'a pas de bon sens, puis tout ça, puis ça a tellement été poussé, je trouve, comme à l'extrême, que c'était quasiment comme tu étais un right-wing extremist
si tu vas t'entraîner dans un gym. Là. C'était comme vu comme t'es vraiment un crazy guy, genre quasiment de dire ceux qui s'entraînent puis qui sont en forme. Il y a une grosse association à ça par le fait que certains mouvements ont utilisé les gyms comme étant un vecteur de leur message. Fait que je pense que toute la gang de mâles alpha là, qui sont sortis, là, c'était tout le temps le monde de gym extrême. Fait que, encore une fois, ça vient ajouter à la mauvaise réputation des gyms. Mais de l'autre côté, j'ai souvent dit, la grossophobie n'a rien à voir avec la science. Pas plus que si toi, tu décides que tu trouves, ou pas que tu décides, mais que tu trouves qu'un cigare, toi, quand tu sens ça, quelqu'un qui fume un cigare, là, tu trouves que ça sent bon. Ben, c'est ton choix, puis tu as le droit de trouver que ça sent bon. Quelqu'un peut trouver que la cigarette sent bon, mais tu peux pas me dire que la cigarette ne cause pas le cancer. Donc, d'un côté, tu as l'opinion, puis de l'autre côté, tu as la science. Fait qu'à ce moment-là, si tu dis la grossophobie, c'est que tu dis que moi, mon opinion d'une personne qui est obèse, c'est que je trouve pas ça beau et donc j'en parle de manière négative. Ça n'a aucun lien avec le fait que l'obésité est en lien avec la plupart des maladies chroniques. Quand la science sort qu'un cancer sur 2 a un lien avec l'obésité, les chercheurs ne sont pas grossophobes. Non. Je suis pas mal certain que le chercheur, il ne regarde pas ça. Lui, il regarde les cellules, il regarde la prolifération des cancers. C'est un X, Y, Z. Là, tu prends les il se dit, on se rend compte que telle donnée mène à un cancer une fois sur 2. Alors ça, c'est la science d'un côté. Autant que quelqu'un qui fume la cigarette, on se rend compte que ça crée le cancer du poumon. C'est pas une question d'opinion, ça, c'est une question de fait. Alors, c'est cette distinction-là, tu as raison. La population, à un moment donné, on est venu vraiment à marcher sur des œufs. Mais la science, c'est la science. Les évidences sont là. Il faut qu'on les écoute, puis il faut qu'on soit capable d'adresser aussi ce sujet-là sans avoir un certain côté agressif, orgueilleux ou jugement. De dire qui mènerait à la grossophobie. On sait bien, non, attends, là. On va adresser le problème, puis on va trouver des solutions avec les gens, exemple, qui vivent en situation d'obésité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Il y a un gros aspect de santé mentale, il y a un gros aspect de santé physique. Il y a un aspect aussi qu'à un moment donné, c'est la boule de neige. Tout ton corps se met à produire plus de cellules graisseuses parce que tu as passé un certain seuil. Ça s'adresse d'une certaine manière. Donc, c'est pas une question de la faute à ou comment tu te perçois ou comment c'est-tu beau ou c'est pas beau. C'est vraiment d'un côté carrément scientifique et économique. Puis, quand je parle d'économie, c'est notre système de santé qui coûte des milliards à chaque année, puis que ça s'en va pas, genre, vers des économies, là. Population vieillissante, population sédentaire, on s'en va vers un mur qui s'en vient très, très vite. Alors, il faut l'adresser avec des données scientifiques. On cumule les chiffres, puis on se dit... Je pense pas que ça va passer. Exact. Donc, il faut travailler en prévention. Puis, on voit la différence par la population vieillissante, puis de par mon retour au jeu, puis tout ça, comme il y a des gens autour de moi que ça l'inspire un petit peu de se remettre mettre en forme, puis tout ça. Puis, je prends l'exemple de mes parents qui ont rencontré mon cousin Gab, qui l'a rencontré, puis ils ont fait un petit programme. Puis, écoute, j'ai envoyé 2-3 affaires d'articles à mes parents, des études sur la créatine, puis ces choses-là, que surtout les femmes en vieillissant, puis tout ça. Puis là, mes parents sont allés en Floride 1 mois et demi, puis juste avant qu'ils partent, ils avaient commencé un petit programme. Puis là, mon père était là, je vais tranquillement, je prends mes petits poids de 5 livres, là, tu sais, comme... Là, je te passe 5 livres, t'es capable de prendre... Non, tu sais, il était vraiment, là... Conservateur à fond. Je veux pas être raqué, puis tout ça. Puis écoute, là, j'ai reparlé hier de ça, justement, puis là, je suis rendu avec des 25 livres. Et là, à chaque fois que je l'appelle, il me montre ses pailles, puis il se sent bien. Ma mère, elle dit, j'ai de l'énergie, puis tout ça, mais c'est pas grand-chose, là. Ils font juste une petite demi-heure des poids. Tu sais, souvent, les gens, ils pensent que je suis en forme à cause qu'il a marché, mais... En plus on vieillit, l'importance de lever des charges lourdes, d'avoir ça, qu'est-ce que ça apporte au corps. Juste de tweaker 2-3 petites affaires dans leur régime de vie. Puis écoute, les deux, ils se sentent bien. Ils étaient là-bas pour jouer au golf. Puis ça faisait tellement longtemps. Là, il dit juste me pencher, ramasser ma balle. Il dit je m'en rendais plus compte, mais c'était difficile. Il dit là, je me penche, je ramasse ma balle, je check ma ligne, genre comme, il n'y a plus de difficulté, mais c'est tellement banal. Quand tu y penses, on se satisfait souvent en vieillissant de je vieillis. Fait que, c'est un peu ça l'idée de du documentaire qu'on fait aussi. Dans l'eau chaude, exact, c'est ça. C'est le syndrome de la grenouille dans l'eau chaude. Tu mets une grenouille dans l'eau chaude, puis tranquillement, tu fais bouillir, puis elle va mourir dans son eau bouillante, mais elle s'en rend pas compte. Notre société est comme ça. On bouge de moins en moins. Puis là, on dirait qu'on accepte le fait qu'on perd nos fonctions motrices. C'est normal, tu sais. On vieillit. Comme, je vieillis, fait que là,
j'ai de la misère à marcher, j'ai mal partout tout le temps, j'ai de la misère à ramasser ma balle de golf, je suis plus capable d'attacher mes souliers, puis c'est comme normal. Puis là, tranquillement, là, on devient des momies, genre, puis on subit les dernières 10 ou 15 années de notre vie, alors que, au contraire, on devrait vivre en santé. La longévité, c'est ça. C'est pas une question de vivre vieux, c'est une question de vivre en santé plus longtemps. Exact. Tu amènes un truc tellement intéressant. Je crois que l'industrie des gyms a été trop longtemps identifiée à l'esthétisme. Pour être beau, hein, les gars, c'est les camisoles sont beaux dans le miroir, les filles, tout le temps le petit look. Puis encore très récemment, on est très, très relié à ça avec le phénomène TikTok, Instagram et tout ça. Mais la belle affaire que je trouve de la pandémie, puis moi, tout le long de la pandémie, je disais, on est en train d'étirer l'élastique, là, comme un comment tu appelles ça, un slingshot. Là. Puis quand la balle va partir, ça va être bon pour nous autres. Parce que là, on accumule le data, puis on est juste en train de devenir une solution inévitable. Les gyms sont en train de virer vers la santé préventive et la science est en train de donner raison à leur existence. Les deux facteurs principaux de longévité, puis là, tu parlais ton père, même affaire que mon père, ta mère, même affaire que ma mère. Avant, on en entendait parler, puis c'était très comme, ouais, c'est cool. C'est le fun de s'entraîner, hein, ouais, tu te sens bien, puis tout ça. Aujourd'hui, on en parle comme étant un inévitable de santé, puis un incontournable pour que tu vieillisses, puis que tu te sentes bien. La VO2 max est devenu un facteur tellement important que même les médecins les plus allumés là, commencent à demander des tests de VO2 parce qu'il y a un lien direct avec ta VO2 et ta longévité. Est-ce que tu vas vieillir longtemps et en santé? Et ton niveau de force. Ils ont fait un comparatif sur, mettons, ils appellent ça le death ratio, là, c'est le pourcentage d'augmentation de mort prématurée. Fait que si, exemple, tu es un fumeur, tu vas avoir 50% plus de chances de mourir de manière prématurée. Ensuite de ça, ils sont passés maladie par maladie, tu es un diabétique et compagnie. Si tu manques de force, c'est 250% plus de chances de mourir de manière prématurée. 5 fois plus qu'un diabétique. Wow. Énorme. Là. Et si ta VO2 max est dans le top, dans le bottom quart, là, donc dans les 25% les moins bons, c'est 400% plus de chances de mourir prématuré. Hey, c'est fou, ça, c'est 8 fois plus que si tu es diabétique. Là. Fait que là, tu te dis, OK, on a associé des maladies dans notre tête en nous disant, ben, c'est normal, une personne qui fume ou qui est diabétique, oui, ou qui est cardiaque a plus de chances. Puis finalement, la science démontre que si tu n'es pas fort, puis si tu as une mauvaise VO2, donc c'est tout ton côté cardiovasculaire, est mauvais, man, t'es dans la merde. Ben oui. Alors là, les gyms commencent à catcher que, OK, l'esthétisme, c'est une affaire. Il y a une clientèle pour ça, puis c'est correct, mais c'est pas ça la manne du monde. Non. Là, c'est le monde a besoin de nous. Là, parce que la force, même si tu vas marcher dehors, tu en fais moins rarement dehors. Fait que, tu sais, d'avoir accès à un kinésiologue, un professionnel de santé, il va te donner un programme d'entraînement, il va te faire aimer forcer, qui est quand même encore contre-productif dans beaucoup de monde qui se disent, ben non, c'est dangereux de forcer en vieillissant. Au contraire, il faut que tu forces en vieillissant. Alors, tout cet aspect-là, on est en plein changement. Moi, je pense que les 10 prochaines années, ça va être génial en frais de santé préventive. On va devenir l'outil principal des politiciens parce que ça ne coûte rien à l'État. C'est des business privés. Puis c'est une solution à long terme qui fait sauver des milliards par année à l'État. Alors, c'est le perfect match. C'est le perfect storm de santé préventive. Puis, je voudrais t'entendre aussi sur... parce qu'un des aspects de la santé, selon moi, qui commence là, à se pointer le bout du nez comme un facteur qui est inévitable aussi, c'est l'alimentation. On l'a souvent mis de côté, à cause que les gens ils voyaient sur une boîte de biscuits faible en gras, ben je peux manger des biscuits, mais comment que c'est fait, quel aliment est utilisé, c'est peut-être parce que c'est moi qui consomme plus cette information-là que j'en vois de plus en plus, mais je pense que aux États-Unis, il y a des choses qui font croche, mais il y a des choses qui se passent là-bas, qui se passent, qui c'est positif selon moi, puis toutes les choses par rapport à l'alimentation, les pesticides, l'agriculture, toutes ces choses-là, puis je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec ça, puis de parler de Charlevoix, parce que c'est une de nos plus belles régions, côté agriculture, puis tout ça, puis je serais curieux d'entendre,
c'est sûr que ça fait pas 2 ans que tu es sur le terrain, mais quand même, tu connais la région, puis avec les conversations que tu as eues, c'est quoi le feedback que tu as des locals sur l'agriculture? Les fermiers, moi, je n'entends parler un petit peu dans Port-Neuf que c'est tough, de passer à la 2e génération, il n'y a plus beaucoup de monde qui ont envie de faire ça parce que le gouvernement, souvent, ils ont des bâtons dans les roues, dans leurs roues. C'est difficile de faire ce qu'ils voudraient faire. Puis Ouais. je serais curieux d'entendre un peu ce que toi... Il y a beaucoup de défis à relever. Tu parles de la région de Montmorency-Charlevoix, celle que je représente, qui est une région, je veux dire, extraordinaire. On en parlera plus en profondeur, mais certainement un des défis qu'on rencontre quand on jase avec les agriculteurs. Tu as tout le défi de la main-d'œuvre, comme tu viens de le dire. Donc, tu sais, eux, ils ont peur, exemple, avec le Parti conservateur, qui est un petit peu plus sur les limites du seuil d'immigration puis un meilleur contrôle. Ils ont peur de se faire couper l'immigration agricole, tu sais, qui vont chercher des Guatémaltèques, puis vont chercher des gens pour venir travailler sur leur ferme, alors qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur ou qu'il n'y a pas de relève avec la famille ou autre. Bien, ça, déjà, en partant, tu sais, nous autres, on s'est positionnés sur dire non, non, on le sait qu'on en a besoin. On a besoin de gens sur le terrain. On n'est pas, les conservateurs fédéraux, contre l'immigration agricole. On va avoir besoin de travailleurs pour qu'ils viennent aider. Mais ça, c'est clairement un gros, gros enjeu. L'autre enjeu, c'est tout, dans plusieurs, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau des foresteries, toutes les normes environnementales qui sont là. Et là, évidemment, encore une fois, on marche sur des œufs. Parce que tout le monde reconnaît que la planète s'en va dans le mur. Là. Fait qu'on a besoin de protéger notre écologie. Mais de l'autre côté, on a besoin de protéger notre économie locale. Mm-hmm. Et là, ce qui se passe, c'est que les deux rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire que il y a beaucoup de producteurs qui, exemple, mettons, sur la foresterie ou sur l'agriculture, qui veulent développer, mais là, il faut qu'ils respectent tellement de normes que c'est rendu tellement compliqué qu'ils ne sont plus concurrentiels. Et là, ben là, si tu n'es plus concurrentiel, puis tu n'attires plus, puis tu grossis plus, puis là, tu es vraiment limité, ben là, évidemment, ton commerce a de la misère. Si tu grossis pas, tu n'attires pas des nouvelles familles à s'en venir travailler pour toi. Et donc là, ta ville, ben, elle n'a pas plus de monde pour dépenser leur argent dans la ville. Et là, tu sais, là, c'est le cercle qui descend. Alors, à chaque fois que je suis sur le terrain, je rentre dans un restaurant, un petit café, je jase avec les gens, tu sais, ils me parlent, il y a de moins en moins de monde, on est une population de plus en plus vieillissante, on n'a pas de familles qui viennent s'installer chez nous, nos commerces ferment, ils déménagent, ils s'en vont. Puis là, tu es comme, OK, mais si on le fait au nom de protéger la nature, continuons comme ça, la nature va reprendre sa place, puis les villes vont fermer. Tu sais, on le sait, là, je veux dire, ton jardin, laisse-le aller, la nature reprend sa place. Alors là, on est vraiment dans le mix des deux. On veut une économie qui est florissante, mais on ne veut pas toucher à rien qui est là. On veut que la nature soit respectée, mais on met des normes tellement tough pour que nos entrepreneurs soient capables d'y arriver que là tu sais, on est dans le standstill, on ne bouge plus. Et là, ben, tranquillement, tout ce qui ne bouge pas vient à pourrir et aller moins bien. Moi, c'est ce que je sens sur le terrain. Quand je jase avec les gens, ils me disent « je suis limité, j'ai de la misère à arriver ». Il n'y a plus personne, finalement, autour de moi, mes commerces locaux, ils n'achètent plus mes produits parce qu'ils n'ont plus personne à qui les vendre. Et là, il y a de la misère. Donc, il faut, dans Montmorency-Charlevoix, il faut mettre l'énergie, puis il faut reploguer la prise dans le mur, puis il faut s'assurer qu'on ramène de l'énergie dans la région, puis qu'on est capable de faire un développement qui est éco-responsable sans limiter nos entrepreneurs, puis en les aidant, puis en les écoutant, puis en étant sur le terrain avec eux autres, puis dire, OK, c'est quoi que toi, là, t'aiderais à avancer? C'est quoi ton prochain step? Puis peut-être réévaluer nos normes environnementales. Je pense pas qu'on a des normes environnementales qui sont dangereuses pour l'environnement. Je pense que des fois même, on a des normes environnementales qui sont plus idéologiques, puis qui freinent nos entrepreneurs. C'est de faire la part des choses. Alors, moi, ça, c'est ma perspective d'entrepreneur, de me dire, OK, on a un problème, on va trouver une solution. J'ai l'impression, puis c'est le feedback qu'on me donne, qu'il y a des normes qui sont peut-être un petit peu trop excessives, qui mettent un peu trop de pression sur nos PME, puis ça fait en sorte qu'on ne développe pas notre région. Puis on a tellement de choses à développer, on a tellement une belle agriculture, on a tellement des bons produits locaux, mais ça prend du monde pour les acheter, ces produits-là. On est là. Puis souvent, c'est les PME, toutes les petites entreprises de région, l'épicerie, la caisse, le Canac ou le local qui a sa shop de bois ou n'importe quoi, ben, c'est ça qui fait vivre un village. Puis ça, on tape sa tête. C'est la poule ou l'œuf. J'étais à l'île d'Orléans tantôt, là, puis la madame, elle me disait, écoute, elle dit, mon commerce, moi, il va bien. Mais elle dit, je suis le seul de l'île, là, qui est ouvert 12 mois par année. Elle dit, on avait un boucher juste à côté de nous. Il a fermé, mais il n'y a plus assez de monde qui viennent le visiter. OK, mais vous voulez du tourisme.
Mais oui, on en veut, mais peut-être pas tant que ça. Pas elle qui me disait ça, mais elle parlait des habitants en général. Les gens aiment le tourisme, mais ça dérange. Tu comprends? Tu sais, quand tu as une population qui est vieillissante, là, elle est contente, elle, que ça allait être tranquillement. C'est plus mollo, ça bouge moins, on est confortable. Là, tu veux ravigoter la région, puis tu veux mettre du monde, puis tu dis non, on va mettre du tourisme pour que les commerces aillent bien, ces commerces vont bien, ils attirent du monde. Si ça attire du monde, ta ville grossit, les jeunes familles viennent s'installer. Ça dérange faire ça. C'est pas tranquille, mollo. C'est ce balancier-là qui est important à les trouver. Puis tu sais, je vais faire un parallèle bizarre, mais la pandémie a vraiment mis le monde dans une zone de confort, de plus de bruit, c'est tranquille, ça bouge pas. Je trouve que les gens sont rendus intolérants, puis ils n'ont plus cette vision-là de attends une minute, là. Si on veut que notre ville aille bien, il faut que nos commerces aillent bien. Il faut que l'économie aille bien. Il faut qu'on ramène nos business à être chez nous. Puis il faut qu'on soit attrayant. As-tu déjà vu ça, toi, une business complètement plate, là, puis épouvantable? Tu te promènes dans la rue, là, tu vois le restaurant, il y a une ligne de monde, puis tu regardes l'autre bord de la rue, là, puis il n'y a personne dans le resto. C'est où que tu vas aller? Tu vas faire la file d'attente parce que, tu sais, humainement, tu vas dire, d'après moi, celui-là, il est pas tripant, puis son steak doit pas être terrible. L'autre bord, lui, file d'attente. On le voit à Lille, les petits commerces l'été, que le monde, ils partent de partout pour aller manger une poutine chez Mag ou une crème glacée au chocofave ou toutes ces choses-là. C'est hot, c'est cool. Tu as le goût d'être là, c'est trendy, les gens, tu sais. Puis là, tu vois une foule, tu dis, ça m'a l'air incroyable, je vais aller vivre l'expérience. L'expérience client est hyper importante en affaires. Alors, tu peux pas être drabe, puis plate, puis pas attirant, puis espérer que le monde va venir chez vous. Mais là, tu sais, c'est l'effet descendant, c'est la spirale descendante. Tu sais, là, tu n'es plus attrayant, tu n'es plus innovateur, tu es un peu plate, ta ville, elle commence à sombrer dans l'oubli. Puis là, après ça, tu demandes des subventions. Attends, là, c'est pas de problème à t'aider, mais il faut que tu t'aides toi-même en premier. Je pense que c'est cet esprit-là du gros bon sens qu'on a le goût de ramener avec le Parti conservateur, qui, à mon avis, c'est juste un esprit entrepreneurial. Exact. Une compréhension entrepreneuriale. Mais aussi, on a de la misère, je pense, au Québec, de façon générale, tu sais, le syndrome pas dans ma cour. Tu sais, on le voit un peu avec les tarifs de Trump et tout ça. Moi, une des choses que je trouve que c'est vraiment bon, moi, depuis que ça arrive, je pense, puis je maintiens encore que là, c'est de la merde, mais ça va être positif pour le Québec puis le Canada dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Si on fait les bons moves, Si on fait les bons moves. Puis dans les bons moves, une des premières personnes, c'est Poilievre, que je dois élever mon chapeau. J'avais écouté, parce que moi, j'aime ça. Le nom du podcast, c'est Nuanceur. Fait que je suis Poilievre, je suivais Trudeau, je suis tout le monde, puis tout ça. Puis une des choses qu'il avait mis de l'avant, une vidéo qui était quand même assez longue, puis je l'avais toute écoutée, c'était toute la complexité interprovinciale qui se passait. Puis tu sais, il décortiquait, puis ça n'a pas été repris beaucoup par les médias. Je suis vraiment surpris de ça. Mais ça m'avait amené une perspective. Puis, sans le savoir, quand je trouvais que non, ça va être bon ce que Trump est en train de faire pour nous, il venait un peu de l'expliquer parce que ça nous réveille en tant que province puis que pays aussi. Mais c'est un peu comme avec l'énergie. Souvent, les gens, faut plus de gaz, faut plus ci, faut plus ça. Mais c'est correct, on va aller exploiter des enfants en Afrique pour le lithium de nos batteries. Mais pas, non, il ne faudrait pas avoir ça au Québec, l'environnement. Ouais, mais tu penses que ton char électrique, ce que tu mets dedans, planète, comme lui, c'est pas grave. Puis, tu sais, you know what? En plus, il n'est pas le même salaire qu'il ferait si c'était quelqu'un ici qui serait mieux traité dans des meilleures conditions. Fait que, tu sais, souvent, on a un peu la tête dans le sable, puis on se dit, pas dans ma cour. Fait que je trouve que c'est un peu un parallèle aussi avec ce que tu disais de le développement. Pas trop, oui, mais pas assez, pas chez nous. Là ailleurs, puis ce côté-là, effectivement, moi, je pense que c'est une perspective qu'on est un peu dans Watt, là, de penser que nous, on mérite donc bien plus que l'autre là-bas, qui, lui, dans le fond, pourquoi il travaillerait à notre salaire? Dans le fond, lui, il est correct qu'il soit payé 2 piastres par jour. Pourquoi? Exact. Pourquoi lui... Il faut réserver nos lacs puis nos arbres. Mais eux autres, là-bas, il y en ont aussi de la nature. C'est ça. Mais tu sais, encore une fois, je pense que tu as raison au niveau, mettons, de notre économie. Est-ce que les tarifs de Trump sont justifiés ou justifiables? La réponse, c'est non. On est d'accord là-dessus. C'est un allié de toujours. Par contre, c'est pas une surprise. Dans le sens que on a vécu dans ce cinéma-là, dans ce film-là, il y a un mandat. Là, je veux dire, il a été là comme président. Il en a fait des tarifs. Puis il revient avec juste stronger. Plus fort. Mais c'est comme si on n'avait personne vu venir ça. Puis tout le monde s'est dit, au Canada, ah non, ça n'arrivera jamais, notre grand chum. Et là, on ne s'est pas diversifié, on est hyper dépendant. On a développé au fil des dernières années, énormément de dépendance et dans l'équation, jamais on a considéré d'enlever cette variable-là. Parce que quand tu l'enlèves, tu viens de tout casser ce que tu as monté. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Bien,
je crois qu'au niveau international, premièrement, on va commencer à se diversifier. On va Mhm. commencer à dire, bon, mais oui, on va vendre aux États-Unis, mais peut-être qu'on devrait commencer à ouvrir ailleurs, tu sais, vendre à d'autres pays, puis à ouvrir notre économie. Mais comme tu l'as dit aussi, de se dire, attends une minute, là, pourquoi l'Ontario, puis le Québec, puis l'Alberta, puis le Québec, puis le Saskatchewan, Manitoba, BC, pourquoi on ne travaille pas tout Mhm. ensemble, donc? Pourquoi on se compétitionne parce qu'on pense nord-sud au lieu de penser est-ouest? Ouais, Ben ça, c'est une réalisation aussi qui est en train d'arriver, là. Le ouais, monde se dit, il regarde la province d'à côté, il dit, ouais, toi, finalement, on est comme dans le même pays, là. ouais. Fait que, tu sais, cet aspect-là va être positif, Mhm. d'apprendre à travailler ensemble. Et ça, ben, je pense qu'encore une fois, vient renforcer l'idée d'un Québec fort dans un Canada uni. Ben oui. Parce que la division, puis on le sait, dans les moments difficiles, là, puis là, je reviens aux affaires, je fais un parallèle. Moi, quand j'ai regardé le marché des gyms pendant la pandémie, j'ai tout de suite commencé le discours, qui est un discours dans lequel je crois, que l'unité va faire la force. C'est important qu'on travaille ensemble, qu'on unisse nos forces, parce que ça va avoir un meilleur impact sur la perception de l'industrie, sur le nombre de personnes qui vont bouger, sur l'offre de services et tout ça. Et c'est ce qui se passe. Il y a de plus en plus d'unités, il y a de plus en plus de travail commun, il y a de plus en plus d'échanges entre les concurrents. Tu sais, avant la pandémie, honnêtement, les gyms, c'était tous des concurrents, puis tout le monde voulait se voler le client qui était en Mhm. face. Aujourd'hui, si le message passe, il n'y a pas assez de gyms dans le Canada ou au Québec pour subvenir à la demande. Ben ouais. Parce que si tout le monde réalise qu'ils ont besoin de bouger puis qu'ils ont besoin d'un kinésiologue, il nous manque de gyms en tabarnouche dans le Canada. Mhm. Ben, je pense qu'on est un peu dans cette même réalisation-là. De se dire, ben, attends une minute, là, l'Ontario, c'est pas notre ennemi. Mhm. La Colombie-Britannique puis l'Alberta, c'est pas nos ennemis. Au contraire, on devrait travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos échanges puis faire en sorte qu'on fasse du libre-échange entre les provinces? On Ben a ouais. tous le même dollar. Ouais. On peut faire un tourisme aussi entre nous autres puis valoriser nos régions. On peut se transférer tout le côté industriel, tout ce qu'on développe dans chacune de nos places, au lieu de l'envoyer à l'international pour qu'il se fasse raffiner puis qu'il revienne chez nous puis qu'on le paye plus cher. Mhm. Ça, je crois que ce qui se passe présentement va être avantageux. Mhm. Donc, dans chaque crise, il y a une opportunité. Exact. Et là, ben ça en est une à saisir, de mieux travailler ensemble. Mhm. Puis tu parlais de kinésiologues qui manquent de gym puis tout ça. Puis une des choses, on reviendra si tu veux un peu côté politique. Là. Moi, ça On va tout saute bord. du coq à l'âne. Exact. Puis une des choses que que je trouve vraiment cool au Tonic Mon Gym, Dieu, ouais. c'est à quel point en avant-plan, tes entraîneurs sont là. Mhm. Puis c'est peut-être, écoute, j'ai pas été un grand consommateur de gym là, depuis 9 ans. Là, tu sais, avant, je m'entraînais au PEPS avec Raymond Veillette, Ouais, puis les boys ouais. de hockey, puis tout ça. Puis Ouais. après ça, ben, j'ai plus ou moins été dans le gym jusqu'à cette année. T'as sombré dans J'ai la- fait des essais World Gym, puis une coupe de Ouais. places à Québec, puis tout Ouais. ça. Mais une des choses que je trouve qui est frappant quand on rentre chez vous, c'est ton mur de coach. Puis, je sais pas, c'est peut-être la norme partout, là, mais Non, je l'ai puis pas, mais une ouais. des choses que moi, je trouve qui est vraiment cool de ça, c'est tu mets de l'avant les entraîneurs. Puis moi, pour un gars qui a fait ça toute sa vie, ce qui m'aide en ce moment à garder ma routine puis à être présent dans le gym, c'est d'avoir un coach. Puis je pense qu'on sous-estime l'importance d'avoir un entraîneur Ouais. quand on s'entraîne. Souvent, Ouais. les gens, ah non, mais j'ai pas besoin, je vais faire un peu d'elliptique, puis un peu de bench, puis des abdos, puis écoute, je vais être Ouais. top shape. Tu sais, mais souvent, je trouve que cette façon-là, tu te tannes parce qu'il n'y a pas de diversité, tu n'es pas créatif dans ton entraînement. Mais aussi le côté motivation, puis tout ça, je trouve que c'est vraiment important. Fait que j'étais comme curieux, tu parlais de ça, mais de voir comme. C'était pourquoi toi, tu avais mis ça autant de l'avant au Tonic, les entraîneurs? Plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai une équipe exceptionnelle. Là, nous, on a beaucoup de coachs, puis je mise beaucoup là-dessus. Moi, je pense que chaque personne, puis je l'offre gratuitement, hein, chaque personne qui vient au gym a 4 rencontres gratuites avec un coach parce que je crois que ça passe par là. Il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est que le plus gros taux de décrochage d'entraînement, puis la perception de la population que le gym, c'est septembre puis janvier, là, Ouais. les résolutions, Ouais. tout ça. Pourquoi le gym, comme une résolution de santé, ne fonctionne pas? C'est parce que les gens, ils pensent qu'en ouvrant une porte, ils ont accès à la santé. Mhm. Ce qui n'est pas le cas. Tu vas payer, tu vas ouvrir ta porte, puis tu n'as pas de mission, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas rencontré personne pour lui parler de c'est quoi ta réalité, as-tu eu des blessures, tu pars de où, as-tu une maladie, c'est quoi ton objectif clair et Ouais. net, puis tu as faire un plan de match. Tout le monde sait qu'il devrait économiser, mais tu n'as pas un planificateur financier, tu ne le feras pas. Mhm. Tout le monde sait qu'on devrait être en santé, mais tu n'as pas un planificateur de santé. Fait que Ouais. tu ne prends pas rendez-vous avec personne.
Donc, tu fais un mois, tu tournes un peu, tu es dans la place, tu sais pas trop quoi faire, tu pognes une machine, tu regardes le dessin, tu le fais un peu, tu sais, puis là, à un moment donné, c'est comme, je sais pas trop quoi faire, je m'en vais. C'est excessivement démotivant de ne pas être suivi. C'est pour ça que l'entraînement de groupe souvent marche plus parce que tu as tout le temps un coach sur place qui te motive, tu as une gang avec toi, tu te fais des amis, tout le monde se rencontre. Hey, on s'entraîne tous les mercredis, parfait, on va être là. Tu as un esprit de communauté, ça marche. Alors, les coachs, pour moi, c'est la fondation. L'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui ont la perception qu'un coach, c'est très, très cher. Alors que quand tu travailles avec ton coach, tu réalises que c'est le meilleur investissement au monde. Moi, j'ai aucun, ça m'est jamais arrivé, là. Puis j'ai commencé à travailler dans le domaine en 2003. Fait que ça fait au-dessus de 20 ans que je suis un kinésiologue qui travaille dans le domaine. Pas vrai, excuse-moi, j'étais en 2003-2006 à l'université. Donc, ça va faire 20 ans en 2026. Jamais de ma vie, j'ai entendu quelqu'un me dire, après avoir fait toutes les séances avec un coach, autant de milliers de dollars d'avoir investi, là, ça peut être 1000 à 5000 à 10 000, m'avoir dit, c'est la pire dépense que j'ai jamais faite. J'ai entendu beaucoup de monde trouver qu'ils ont dépensé trop en restaurant dans l'année, en linge, en niaisage, en toutes sortes de patentes. Je n'ai jamais entendu un client ou une cliente me dire après un an, c'est la pire dépense que j'ai jamais faite de ma vie, puis jamais je vais la refaire. Ça n'arrive pas. Parce que quand tu es bien dirigé, quand tu as un coach avec qui tu bâtis une relation et que tu t'améliores et que tu te sens mieux et que le reste de ta vie va mieux, autant mental que physique, c'est le meilleur investissement au monde. Et c'est pour ça que je trouve qu'on doit toujours mettre les coachs de l'avant. C'est ceux qui nous permettent de garder nos clients. C'est ceux qui nous permettent d'avoir une belle expérience, une bonne réputation. C'est ceux qui nous permettent d'amener d'autres mondes parce que monsieur, madame, que ça a bien été, va en parler à sa famille à Noël. Tu sais, comme ton père. Je veux dire, toi, tu viens de revenir, ton père, ta mère, tu recommences à t'entraîner, tu les motives, eux commencent à s'entraîner. Là, leurs amis vont dire, crème, ton swing de golf, mon top, ça va bien. Parfait, ouais, ça, c'est parce que j'ai commencé à m'entraîner, je fais ça. Ah, ouais, je savais pas que tu pouvais. C'est ça l'effet d'entraînement. C'est ça l'effet rebond qu'on va avoir. Tu sais, les vagues sur le lac, tu sais, quand tu lances une roche, c'est l'effet rebond qu'on veut. Ben, ça passe par les coachs. Tu sais, tous les gyms ont des benches, tous les gyms ont des dumbbells, tous les gyms ont des plates. Il n'y a pas beaucoup de gyms qui ont une ambiance exceptionnelle avec des coachs qui sont attentifs et qui sont là. En fait, ils commencent à en avoir de plus en plus. Mais reste que pour moi, c'est une pierre angulaire de l'atteinte des objectifs de la part des clients. C'est pour ça qu'on doit le mettre de l'avant. Puis au-delà de ça, là, je reviens à politique, et c'est pourquoi j'en ai fait à la base ce qui m'a motivé. Faut mettre en place des initiatives pour que les gens soient capables de se dire « OK, je vais investir là-dedans cette année. » C'est une dépense. Et on le sait, le monde a moins d'argent, plaisir. Mais si on est capable de les encourager à dire « Attends une minute, tu nous aides à sauver des maladies chroniques, nous, on va te redonner un crédit de taxe ou d'impôt, nous, on va te donner la ligne 33099 du rapport d'impôt fédéral qui dit que ton gym membership pourrait être une dépense médicale. C'est correct. Write-off de tes impôts. On doit avoir des initiatives. Mais juste tantôt, tu as dit un planificateur financier, puis là, tu as dit un planificateur de santé. Puis une chose qui m'est venue à l'idée, c'est on va voir les médecins pour avoir un bilan, comme exemple, annuel ou quand on est malade, mais est-ce qu'on ne devrait pas tout le monde avoir un kinésiologue attitré, tu sais? Tu comprends? En voulant dire comme ça devrait être comme mandat. Tout le monde devrait avoir un médecin de famille. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Mais est-ce qu'on devrait tous aussi avoir un kinésiologue, comme avoir 2 rencontres par année? Médecin de famille, là. Tu sais, comme quand tu y penses, là, tu sais, je veux dire, on dirait, je viens de penser à ça. C'est pas une idée que juste avec ce que tu as dit, un planificateur de santé. On devrait avoir un planificateur de santé attitré à nous, 2 rencontres payées par année. Je veux dire, ça devrait être la base. Je sais pas, mais. Ça coûte moins cher qu'un médecin, on est d'accord. Ça nous fait sauver des frais. Alors, tu sais, on parlait tantôt d'un test de VO2 max. Ça prend VO2 là, au repos, mettons 1 heure. 1 heure, tu as fait métabolisme de base, tu as fait le VO2, qui est un test d'à peu près 15 minutes. Tu peux avoir ton tour de taille, qui est vraiment démontré comme étant un gros indicateur, surtout chez les gars de maladies cardiaques, le tour de taille, bien avant ton poids santé. Là. Puis tu as un test de préhension pour ta force. Okay? Tu fais ça 2 fois par année. Puis tu vois ton évolution dans le temps. Il va y avoir des lumières rouges qui vont allumer à un moment donné pour dire « Oups, attention, il y a ça qui est en train de se passer avec toi. » Puis, tu sais, un scan carrément que tu vois, là. Regarde, c'est toi, là, tu te vois évoluer dans le temps. Oh, OK, là, je suis en train de l'échapper, là, j'y étais un peu trop sur le dessert. Mais ça, pour moi, c'est d'éviter de se rendre à la maladie. Puis, il y a tellement de sciences qui démontrent que, tu sais, tu manges trop de sucre, tu manges trop de sucre, hop, tu deviens diabétique de type 2. 60% du diabète pourrait être réglé par l'activité physique. Donné 2025, là, pas 1982, là.
Ben, tabarnouche, c'est le 5e tueur, je pense, au Canada, le diabète. Si je peux en régler 60 il me semble que ça devient intéressant. Ouais. Alors, effectivement, pourquoi on n'a pas plus de scans moins chers, là, puis c'est pas du gros système médical, puis qu'on attend d'être en train de frapper le mur, d'être obligé de se médicamenter, qui coûte une fortune. Alors, une autre avenue que moi, j'ai essayé les derniers temps, puis que je crois que ça va se passer, c'est tout le côté assurance collective. Les assurances collectives dans les entreprises, c'est 99% curatif. Ils vont payer les pilules de dépression, vont payer des opérations, il y en a qui payent des opérations, vont payer le physio, vont payer la massothérapie, vont payer le psychologue. Tranquillement. C'est un add-on. Faut que tu appelles ta compagnie, ça va te coûter un petit plus. Puis là, moi, récemment, j'étais comme, attends, il faut que tu payes plus pour sauver. Il me semble que moi, là, je suis une entreprise, je suis un assureur. C'est une business privée. Ben, je veux du monde pas malade qui me paye plus longtemps. Si je fais le calcul vite, là, ça me coûte moins cher, puis il me paye pendant plus longtemps. En tout cas, moi, je dis ça de même, mais tu fais plus d'argent, puis ça te coûte moins. Il me semble que c'est un gros plus pour une business. Ben, je pense qu'on est rendu là. Au Canada et aux États-Unis, système privé gagne allumé un peu. Fait que c'est ça. On s'en va vers ça. Puis dans les, tu parlais des tests de base. Puis ce que aussi je trouve qui est un peu déplorable, c'est encore un peu par l'intimidation, perception, grossophobie, machin truc. On enlève ces trucs-là à l'école quand on est jeune. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, on avait des bip-bip, là. Comme, il y avait des trucs, il y avait des tests qui se passaient comme... Faut pas le dire, t'es poche aujourd'hui. Oui, c'est ça, mais comme, je veux dire, au-delà de dire t'es pas bon ou quoi que ce soit, c'est que t'es pas en santé. Je pense que le test de préhension, des choses, le tour de taille, j'imagine qu'il y a des choses de poids de rencontrer un kid de 10 ans, puis t'es comme, tu rencontres les parents, ton enfant, il a un comportement, il est dérangeant en classe, ça c'est bien important, mais comme ton kid, comme s'il continue de même, là, comme il va prendre de la médication pour le restant de sa vie, comme il y a 10 ans, c'est le temps que vous vous réveillez. Ça, c'est un wake-up call. Oui, mais il est socialement accepté. Exact, nos jeunes sont tous sur les pilules antidépresseurs ou le TDAH. Ça, c'est socialement accepté. Là, je vais mettre mon jeune sur le TDAH. Mais c'était un peu ça aussi. Sur la pilule de TDAH, excuse-moi. Le côté santé de la chose, parce qu'on ne veut pas évaluer comme... mais c'est pas d'évaluer, voir si t'es bon ou t'es pas bon. On veut juste savoir si comme tu es en santé ou pas en santé. Fait que, de voir, des fois, on voit des vidéos, j'aime ça quand on voit des trucs passer un peu des années 60, 70, les cours de gym, des choses... Le projet Kennedy aux États-Unis. Que le monde, il s'entraîne, puis tout ça, puis t'es comme... Même de façon générale, tu regardes des vieilles photos, là, du monde obèse, là. Il n'y en avait pas tant que ça avant. Là. Comme, retourne pas, là, 50 ans, même pas, là, 50 ans, là, 30 ans. La sédentarité a gagné du terrain, ça, c'est sûr et certain. On vit dans la plus grosse pandémie mondiale jamais rencontrée. La COVID était une goutte dans l'océan comparé à la pandémie de sédentarité qu'on vit puis d'inactivité physique. C'est terrible ce qu'on est en train de vivre, mais c'est un tueur silencieux puis il frappe pas l'imaginaire. Donc, on l'accepte. Le fait qu'on accepte de donner de la médication à l'infini à des jeunes qui, dans le fond, font juste plus bouger, qui sont dopés à l'électronique, puis que leur cerveau dopé à la dopamine, des scrolls, puis des likes, puis de tout ça. On a vraiment un grave problème de société à adresser. Puis là, on mêle là-dedans, malheureusement, le côté genre, ouais, mais intimidation. Encore une fois, je reviens à la même chose. Le poids n'a pas rapport. Ton tour de taille, lui, il l'a. Si un jeune est rendu avec un énorme tour de taille, il s'enligne vers l'obésité. C'est pas de lui donner un cadeau dans sa vie. Parce que dire que c'est pas grave, accepte-toi comme que t'es. Non, c'est ça. C'est même pas une question d'acceptation. C'est une question de tangente. Tu es en train de te diriger vers un gros potentiel de maladie chronique. Et ça, en tant que parent, est-ce que tu es prêt à dire, hey, tu es en train de donner 500% plus de chances de ton fils d'avoir une crise cardiaque? Ah, c'est un beau cadeau, je pense que je vais le faire. Mais non, qu'est-ce que tu fais là? Non, alors, c'est cette perception-là, puis je peux comprendre. Puis là, on va revenir à une autre affaire qui va te toucher. Ça, c'est l'autre extrême, c'est le sport élitiste. C'est, je fais mes cours d'éducation physique, mais si je suis pas le meilleur, là, je me fais juger, puis tout ça. Le sport plaisir a aussi quitté la plateforme. Aujourd'hui, on met les jeunes dans des sports, puis des concentrations, puis de l'élite. Notre sport national, qui est le hockey, 70% de nos jeunes hockeyeurs au Québec quittent avant l'âge de 15 ans. De toute façon, on se demande pourquoi on ne met plus de gars dans NHL. Parce qu'on les écœure jeunes, ils en font trop. Puis parce qu'on est dans le sport plaisir, en fait, le sport élitiste et le sport plaisir existe à peu près plus. Ça aussi, c'est un truc parce que bouger, faut que tu aimes ça.
c'est pas une question de faire le 3A. C'est une question de ce que je suis capable de me rendre à 70 ans puis d'avoir jamais arrêté de bouger. Exact. Est-ce que je peux continuer à prendre soin de ma santé tout le reste de ma vie? Ça s'enseigne. Mais quand tu relis la performance à la santé, là, tu viens de créer un problème. Mm-hmm. D'avoir le plaisir de jouer avec ses amis, de faire multisport pour pas t'écœurer, Mm-hmm. pour limiter les blessures de surutilisation, qui est encore une fois très, très démontré. Ouais. C'est sûr que nos jeunes au Québec là, qui font du hockey 12 mois par année, c'est pas à 12 ans qu'ils vont être blessés. Là. Mm-hmm. Mais quand ils arrivent à 16-17, là, les blessures de surutilisation, ils sortent. Mm-hmm. L'arthrose commence. Les tendons commencent à être maganés. À 12 ans, tu peux le mettre sur la glace 6 jours sur 7, puis le 7e, à le faire courir. Là. Mm-hmm. Le corps n'est pas encore rendu à un point d'être magané, mais la surutilisation à 14, 15, 16, là, la blessure sort. À 17, sais-tu quoi? Il n'est plus capable de rien faire parce que là, il est blessé tout le temps. Ouais. Et il n'y a plus de plaisir. Mm-hmm. Donc, le multisport est démontré comme étant, pour développer de manière optimale tes qualités physiques, fais plusieurs sports. Puis 2, c'est relié à un mode de vie plus actif à long terme. Ceux qui ont fait plusieurs sports étant jeunes, ils ont peut-être fini élite dans quelque chose, mais ils ont plus de chances de continuer à faire du sport une fois leur sport principal fini. Alors que ceux qui ont été uniquement monosport puis intense, ils ont beaucoup plus de chances de décrocher. Et c'est une courbe complètement l'inverse. C'est un genre de 80% qui décroche monosport, puis 80% qui reste actif dans sa vie plurisport, multisport. Encore une fois, une approche qui devrait être vraiment adressée. Moi, je souhaite, si je suis élu au niveau de ma région, Montmorency-Charlevoix, avoir un impact sur les politiques fédérales en matière de sport et d'activité physique, juste par mes connaissances, puis par ma passion de ce sujet-là. Je vais me concentrer sur ma région, mais je veux être capable de participer à la table de qu'est-ce qu'on fait pour avoir un Canada plus en santé. Puis c'est quoi dans le fédéral? J'avais fait un podcast avec Enrico Ciccone, puis on avait jasé, puis il me disait, je pense que le budget pour le ministère des Sports, comme au Québec, c'est comme 150 millions. Comme c'est quelque chose qui n'a pas de bon sens comme budget. Mais au niveau fédéral, c'est quoi l'implication du fédéral? L'impact que ça peut avoir? Est-ce qu'il y a du financement? Comment ça fonctionne? Tu peux en avoir. Premièrement, cette année, ou je pense l'année passée, ils ont changé le ministère du Sport pour le ministère du Sport et de l'Activité physique, qui était déjà un changement de nom qui voulait dire long. Ouais. Il n'y a pas eu plus ou moins de financement. Ils ont juste changé le nom, puis je pense que c'est comme le début de l'ouverture à un changement de mentalité. Ceci étant dit, c'est sûr que tout ce qui est ministère du Sport va s'occuper des fédérations, des associations en premier. Les Hockey Canada, Football Canada, whatever. Ça, c'est vraiment sous leur tutelle tout de suite en partant, direct. Puis après ça, c'est les grandes avenues, exemple sur qu'est-ce qu'on devrait faire pour développer les hockeyeurs, les footballeurs, les joueurs de soccer, les judo, puis tous les sports fédérés. Ça relève depuis toujours de Sport Canada ou de Sport Québec, dépendamment des provinces et tout ça. En ouvrant la porte à la santé, à l'activité physique, là, tu viens de rouvrir encore plus large. Mm-hmm. Et là, moi, c'est là-dedans que je veux aller commencer à ouvrir. Parce que là, ça va beaucoup plus large que vas-tu faire Team Canada hockey pour on va aller aux Olympiques. C'est cool d'aller aux Olympiques, là, puis je suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas miser sur des médailles, mais je pense que si on a un gros pool de jeunes qui ont du plaisir, qu'on a un gros pool de gens qui prennent soin de leur santé, et là, je parle des adultes, ça ne va pas se passer sur 4 ans ou 8 ans. Si tu as des adultes qui se tiennent en santé et qui montrent l'exemple à leurs enfants, tu as plus de chances que l'enfant, dans sa vie, se dise « Hey, c'est pas une histoire de jeunes, ça, de faire du hockey, c'est une histoire de vie. » Et créer de plus en plus de générations sportives, et on l'a vu dans les nations qui sont plus Norvège, Finlande, Suède et compagnie, c'est des nations qui, sur le total tout de leurs habitants, produisent plus à long terme d'athlètes de haut niveau. Pourquoi? Parce qu'ils ont un plus grand pool de gens qui bougent pendant longtemps. Mais tu sais, ça, je t'écoutais parler, puis j'ai pas, tu sais, j'en parle souvent avec un de mes amis, Philippe Marquis, qui est le skieur de boss. Puis une des choses que souvent, quand on jase de ça, puis que moi, je l'ai vécu en habitant en Suède, puis de voir là-bas, une des choses qu'on ne met pas de l'avant, le sport amateur. Puis je suis d'accord quand tu parlais tantôt que l'élitisme, le focus, mais moi, je pense que c'est ce qui attire les gens puis les jeunes à vouloir bouger, c'est l'élite. Fait que où ce qu'il faut faire attention, c'est que moi, je pense que c'est important d'avoir un certain envie de spécialiser puis de pousser de quoi, parce que juste, c'est correct de faire un peu du sport pour faire du sport, mais je pense que, moi, j'aime le sport, mais je
cours pas tant, j'aime pas tant ça, courir, ah, ben, j'aime pas tant ça, ça, mais tu me mets sur la glace, j'adore ça, j'ai du plaisir à jouer au hockey, du ski, j'ai 2-3 activités qui m'allument, tu sais, fait que je regarde ces activités-là. Puis où est-ce que je trouve qu'on n'a pas au Québec puis au Canada, c'est que tout le sport amateur, là, tu sais, il y a tellement d'activités que tu peux faire, mais on n'a pas d'argent là-dedans, on n'a pas de visibilité de ça, fait que je pense que là, les jeunes, il n'y a pas de moyen de regarder. On regarde le hockey. On peut regarder le hockey. Ça, c'est sûr qu'on peut regarder le hockey à TV. On en entend parler partout dans tous les médias. Mais je pense que s'il y avait une plus grande place puis du financement pour accompagner, tu sais, comme en Suède, là, tu parlais de la Norvège, ces pays-là. Écoute, comme à RDS là-bas, là, à Sky Sports, là, écoute, c'est non-stop. Toutes les compétitions de biathlon, de ski de fond, comme c'est sans arrêt à TV. Là, tu sais, ici, là. Comme à part le hockey, il n'y a pas rien à TV. Il y a un respect pour cette culture-là sportive. Il y a une compréhension qu'il n'y a pas juste un sport. Je suis d'accord avec toi sur le fait que la compétition a toujours sa place, premièrement. Puis c'est normal aussi, tu sais, juste dans la motivation d'un jeune. Tu as un jeune qui commence à jouer au hockey, qui n'a jamais joué, qui a de la misère à patiner, puis tu as le jeune que ça fait 4 ans qui patine. Ben, c'est normal que si tu mets deux dans la même équipe, les deux vont être démotivés. Un ne touchera jamais à rondelle, exemple, si on parle du hockey. Puis l'autre va dire, crème, à chaque fois que j'essaie de faire une passe, il n'est pas rendu là. Ouais. De là, encore, la notion de plaisir. On va les mettre dans les bons calibres. Mais la mentalité, et je crois dans les estrades et dans la mentalité des coachs, tous nos jeunes doivent avoir du plaisir. Ben oui. Commence pas à leur crier après, slacker les parents dans les estrades, la vie est belle, ton enfant il a 8 ans, chill out. Exact. OK? Lui, à la fin, il faut qu'il trouve le moyen de se développer. Pas de performer, de se développer. Surtout dans les sports à développement tardif. Il y a des sports qui sont à développement hâtif, tout ce qui est patinage artistique, gymnastique et compagnie. Tu es dans ton prime plus jeune. Sport à développement tardif, donc il y a tout un enseignement aux parents aussi de dire, hey, à 8 ans, là, il est très, 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 très loin encore d'être dans son maximum. Donne-y le temps, encourage-le, culture positive. La culture de performance, c'est de vouloir tout le temps être le meilleur à chaque année, puis de chaque année, c'est ta Coupe Stanley. Quand tu mets ça dans une perspective de long terme, il n'a pas fait le 2A cette année. La vie est belle pareil. Ouais. Tu vas apprendre, tu vas revenir, ça. Je suis d'accord aussi avec toi dans le respect de tous les autres sports. C'est pour ça que nos profs d'éduc sont assez importants. Ben oui. Je veux dire, naturellement, un parent, tu sais, moi, mes 2 fils ont joué au hockey. Il y en a un qui continue à jouer au hockey, il adore ça. J'ai fait le choix de multisport. À un moment donné, il était dans le 3A. Je l'ai sorti du 3A parce qu'il ne pouvait plus continuer dans une approche multisport. Je l'ai rentré dans une école, puis il fait encore 3 sports, puis il est dans l'élite d'un 3 parce qu'il est bon dans les 3. Mais moi, je veux qu'il travaille encore plusieurs sports. Mon autre a joué au hockey. À un moment donné, il a détesté ça, lancé son bâton sur la glace, plus capable. Fait du breakdance. Parfait, mon ami. Je connais rien au breakdance, mais j'aime beaucoup ça maintenant. Puis il fait du soccer, du breakdance, du basket, s'amuse. Nos profs d'éduc, c'est à ça qu'ils servent. C'est à enseigner l'amour du sport. C'est à enseigner l'amour du mouvement. C'est à comprendre aussi que nos jeunes filles, sujet bizarre, nos jeunes filles au secondaire, qui lâchent le sport beaucoup plus vite que les gars, on les met dans les mêmes cours que les gars. Ils vivent leur menstruation pour la première fois. Ils sont excessivement gênés. Ils ne savent pas comment dealer avec ça. Ils n'ont pas la même réalité que les boys qui arrivent dans la place. Il y a beaucoup de... Tu sais, ils peuvent faire rire d'eux autres pour X, Y, Z. Décrochent plus vite. Ils sont gênés. Ils ne veulent pas se faire juger. Ils ne savent pas comment dealer avec leur corps qui est en changement. Là, et je ne peux pas aujourd'hui faire mon cours d'éduc. J'ai comme... Tu sais, ça, cette réalité-là, on n'en pense pas. On n'y a pas pensé, compagnie. Nos profs servent à ça. Les profs d'éduc, c'est de dire, hey, fille, c'est correct. Viens m'en parler quand tu seras prête. Apprendre à aimer le sport par le plaisir au lieu de la performance. C'est ça que je veux dire dans la... C'est pas de retirer la performance et la compétition. C'est simple, je pense que c'est bon. Ça nous amène à devenir meilleurs. Dans tout, hein. Que ce soit en politique, que ce soit en business, que ce soit dans le sport, la compétition est saine. Je veux dire, quand tu deviens majoritaire sans aucune concurrence puis tu fais ce que tu veux, la plupart du temps, ça vire croche. Mais ça a sa place, mais dans le sport spécialement, s'il vous plaît, laissez nos jeunes avoir du plaisir. C'est pas normal qu'on perde 70% de nos hockeyeurs avant l'âge de 15 ans au Québec. Non, c'est pas normal. Puis il y a un grave problème, je crois, de structure d'organisation qui est temps qu'on adresse. C'est pas le sujet sur lequel moi, je vais me pencher. Moi, je veux y aller au niveau national. Puis j'ai vraiment le goût que nos politiques nationales amènent des directives claires en sport, en activité physique et en messaging, en publicité sur l'importance de bouger. Sauve ta santé, là, ça devrait devenir une campagne nationale pour renseigner aux gens l'impact
hyper négatif de la sédentarité. Mhm. Ça, c'est un rôle que le fédéral peut se donner Ouais. dans l'enseignement, puis dans pousser l'information, puis de supporter les familles qui font bouger leurs jeunes puis qui bougent eux-mêmes, Mhm. parce qu'ils donnent un break à l'État, Ben ils ouais. donnent un break aux hôpitaux, ils donnent un break à nos docteurs. On devrait les encourager. Ouais. Puis il n'y a pas une plus belle région que Charlevoix pour amener le monde à bouger non plus. Ça, c'était une place. T'as-tu déjà promené un peu? Oui, on le fait. Je vais, demain, je suis à Malbaie. OK. À Baie-Saint-Paul déjà 2-3 fois depuis. Cool. Moi, là, j'ai un joyau entre les mains. Là. Si on me donne la chance de représenter les gens de la région, puis qu'on me donne ce contrat-là de Gab, on croit que tu vas être capable de nous amener plus loin, puis on va te donner ce que nous, on pense, puis on aimerait ça que tu en parles au niveau fédéral. Mais je parlais avec quelqu'un cette semaine qui me disait, il m'a décrit la région comme un collier de perles. OK. Puis il a raison. Il n'y a pas beaucoup de régions qui ont autant de joyaux dans une ligne qui fait comme un collier. Mhm. Tu pars, là c'est nouveau cette année, ils ont mis Lac-Beauport dans OK. la circonscription. OK. Lac-Beauport, c'est-tu génial quand tu vas là? Tu Je veux peux tout dire, faire, le lac, les restaurants sont incroyables, les cafés sont incroyables. Tu vas chez Boub, la bouffe est géniale, le Puis il y a monde. du ski, du bateau. T'as tout. Ben oui, Tu sais, exact. il fait-tu bon vivre à Lac-Beauport? C'est Tu es en vacances dans ta vie Ouais. quotidienne. Ensuite de ça, tu t'en vas à la chute Montmorency. Il y a 1 million de visiteurs à la chute Montmorency par année. C'est énorme. C'est le deuxième pôle de touristique de la région de Québec. Là. Ouais. Fait que là, tu dis, crème, OK. Il y a les chutes Niagara qui sont à peu près plus grosses, mais sinon, c'est nous autres. Ouais. Après ça, tu as la basilique. Ouais. Incroyable. Ouais, il y a Tu du sais, monde tu vas là. L'été, c'est l'enfer. C'est fou raide, mais Ouais. tu sais, la beauté de la place, puis le touristique religieux a beaucoup baissé dans les dernières années, mais ça reste un joyau. Ben Il oui. n'y a pas rapport. L'île d'Orléans en face, c'est Ouais. magique quand tu es là. La vue est belle, le terroir, l'histoire. Là, tu continues, tu as Mont-Saint-Anne. Mhm. Mont-Saint-Anne, malheureusement, à mon avis, n'est pas assez bien développé. Puis on Ouais. le sait, je pense que c'est du privé qui est là. Mais il y a de l'amour à donner. Mais tabarnouche, c'est une montagne de ski, mon ami. Ben là. oui. Ben, plus loin, tu as le massif. Là, tu es comme crime. Ça, c'est aussi une énorme montagne au Ben Québec. oui. Tu sais, c'est comme une destination. Je suis allé l'autre jour, puis il y avait des Ontariens qui étaient. Eux autres, à chaque année, ils viennent là. C'est comme, Ben oui. vous avez le lieu le plus Ben oui. magique pour faire du ski. Après ça, tu as Petite-Rivière, qui est une belle ville. Tu descends, tu t'en vas Baie-Saint-Paul. Je veux dire, quand tu descends Ben à oui. côte, tu vois Baie-Saint-Paul, malade. c'est assez incroyable. L'île aux Coudes qui est là. Les locaux d'en face. Et là, tu continues, tu as la Malbaie. Puis là, tu arrives, tu as le manoir Richelieu. Ouais. Je veux dire, c'est un lieu qui est déjà préapprouvé Ben oui. G7. Tu sais, quand le monde oui. débarque, ils veulent aller là. Pourquoi? Cap-Alec, c'est incroyable. Cap-Alec. Mais là, t'es comme... Ben oui. On fait débarquer les internationaux qui viennent au Mhm. pays. Là, tellement c'est fou raide. Et là, tu t'en vas sur le territoire maintenant jusqu'à Tadoussac. Je veux dire, il y a tellement de richesses dans notre territoire. Il y a tellement de plein air. Il y a tellement de touristique, que ce soit le tourisme à développer sportif, hiver, été, tout le tourisme au niveau des hôtels, au niveau des restaurants, au niveau de la culture, au niveau La de bouffe, l'histoire. ouais. Je veux dire, on est le berceau de la Nouvelle-France. C'est ici que ça a commencé. C'est fou raide, en Ouais. fait. Tu sais, je pourrais en parler pendant fucking 20 ans, mais c'est incroyable comment on a un beau territoire. Ouais. Puis ça, ben, c'est ce que moi, je commence à travailler avec. Ouais. Mais je me dis à chaque jour, tu sais, en tant qu'homme d'affaires, tu essaies d'analyser tes forces. Mhm. Puis tu te dis, OK, bon, ça, je pense que ça va être un point qu'on va pouvoir bien vendre puis que le client, tu sais, il va aimer. Ouais. Ça va être un autre. Ben, moi, je suis obligé de te dire que là, je regarde Montmorency Charlevoix puis je me dis, man, c'est le jackpot Ben oui. de comment tu peux développer. C'est sûr. J'ai la plus belle business Ah ouais, c'est sûr. gouvernementale Ouais. qu'il y a Je suis d'accord. dans le Canada. Ouais. Fait que ça, c'est ce que j'ai la chance de travailler avec. C'est vraiment cool. Ouais. Puis tu parlais de business, entrepreneur. J'ai pas le choix de te parler aussi, de faire un petit parallèle avec ce qui nous lie aussi un Ouais. peu. On aime la politique les deux, mais on Ouais. aime aussi beaucoup le hockey. Ouais. Puis tu as eu la chance au fil des années d'avoir quand même. Écoute, je pense que maintenant, au début, quand tu as commencé, il y avait une compétition. Je pense pas que c'était une compétition, mais il y avait beaucoup. Toi, JP Riopel, Raymond, quand tu es sorti de l'université, Ouais. c'était pas mal les trois à Québec. Là, Raymond, avec les années, il en prenait un petit peu moins. Il y avait toi puis JP. Puis là, ben, plus que ça va, en tout cas, moi, les gars que je connais qui sont beaucoup au tonic Ouais. avec toi, Comment ça a évolué, ce côté-là, ce business-là, de dire, OK, je suis un kid à l'université, puis là, je me pars, puis tu sais, puis aussi, tu as eu comme différentes phases. Ça n'a pas toujours été facile, là, ta business non plus, mais Ouais. je serais curieux, sans Ouais.
tomber nécessairement côté business, mais un peu le volet avec les joueurs de hockey professionnels, puis tout ça, comment que ça s'est développé? C'est vraiment, je suis excessivement béni, moi, dans la vie, puis c'est la, tu sais, dans toute réussite, il y a une portion chance que souvent, on parle pas, là, tu sais, Ouais. c'est comme si ça n'existait jamais, la portion chance, puis on est tout le temps dans le survivor bias de c'est grâce à mes décisions que j'y suis arrivé. Ouais. Tu sais, c'est sûr et certain que tu dois être prêt quand ton temps arrive, puis que tu sais, tu dois prendre des bonnes décisions en affaires dans la vie, mais tu as un gros élément chance sur lequel tu n'as aucun contrôle, puis que Ouais. ça fait partie de ton histoire. Moi, j'ai eu la chance d'avoir Raymond Veillette comme mentor à l'Université Laval. J'ai jamais joué au hockey de ma vie. Je jouais avec mes chums dehors dans la rue, mais évidemment quand j'étais jeune, mais j'ai jamais joué au hockey de ma vie. Fait que quand j'ai fini mes études en Europe, je suis parti en Europe, finir en France, j'ai fait plus de psychologie sportive, ça m'intéressait, j'ai voyagé, tout ça. Quand je suis revenu ici, Raymond, lui, était préparateur physique des Remparts de Québec. Bon, on sait à l'époque, c'est Jacques Tanguay, Patrick Roy détenaient les Remparts. Puis Jacques Tanguay détient encore le Rouge et Or. Donc, puis il y avait le Blizzard à l'époque. Donc, Raymond était très, très impliqué avec le Rouge et Or football. Puis bon, le monde du hockey, pour lui, in-season, avec des jeunes juniors de 16 à 20 ans, était peut-être moins son dada. Fait que je finis mes études, puis Raymond, des fois, il disait hey, « Gab, peux-tu venir me remplacer à telle place? Parce que là, mon autre contrat me demande d'être ailleurs. » Fait qu'il me présente, il dit « Va me remplacer au Rempart. Parfait, j'y vais. Tu sais, moi, je commence ma carrière. Fait qu'il n'y a pas de trouble. » Et là, il me dit « Écoute, Gab, moi, les Remparts, tu sais, je pense que je vais laisser ça aller. Est-ce que ça te tenterait de prendre ce contrat-là? » Là, calcul de jeunes de 22 ans, 21 ans, 22 ans, qui sort de l'université, puis là, il se dit Rempart de Québec / Patrick Roy. Je veux dire, au Québec, tu fais le calcul assez vite, là, c'est un gars connu. Fait que je me dis, bon, est-ce que ça va m'ouvrir plus de portes de dire oui? Ou je suis mieux, tu sais, moi, je suis un gars de Montréal à la base, de me retourner à Montréal puis d'aller partir ma carrière là-bas. On s'entend que mon potentiel était plus grand de rester à Québec. Fait que j'accepte, je rencontre Patrick Roy. Puis Patrick, la première chose qu'il me dit, c'est il me dit moi, Gab, je me suis jamais entraîné de ma vie. Puis je crois pas à ça. Puis je suis un, tu sais, hors le fame, on le sait. Mais semblerait que ça en prend un. Raymond t'a défini comme personne qui serait une bonne personne ressource. Veux-tu le contrat? Oui. Mais mettons que j'ai des croûtes à manger en frais de je vais te convaincre que tu as vraiment besoin de moi à long terme. Fait que ça a été ma première introduction dans le monde du hockey. Aucune idée des règles. Je ne connais à rien des règles de hockey. Même que je vais au match, puis je me demande pourquoi les arbitres sifflent. Je comprends. Ma conjointe, que tu connais, elle a grandi dans une famille de hockey. Elle m'explique les règles. Là, je suis OK, parfait, je comprends. Mais ça m'a toujours aidé parce que j'avais un œil complètement nouveau sur un sport que tout le monde, ou à peu près, qui grandit dans ce sport-là, vient avec. On faisait ça dans le temps. Moi, j'avais zéro dont on faisait ça dans le temps. J'avais genre, moi, je pense que ça, c'est ce qu'on doit faire, puis c'est comme ça qu'on doit le faire. Puis bon, ça l'a amené énormément de friction au début avec Patrick, parce que moi, j'arrivais avec mes gros sabots. Le jeune en plus. Le jeune qui est comme, non, je sais comment ça marche. Puis lui, tu sais, il tirait sur le choker pour me ramener. Mais il a tout le temps été excessivement patient. Puis on a fait une équipe, on est devenus amis. Puis on a très, très bien travaillé ensemble, puis ça en est devenu ma carrière. Et là, tu sais, même au fil du temps, à un moment donné, je disais... j'ai des contacts avec la NHL, tu penses-tu que je devrais aller là-bas ou au Colorado, Pat, tu penses-tu que tu pourrais m'envoyer? Puis il m'avait dit à un certain point, Gab, on fait mieux qu'eux. C'est correct. Puis j'étais comme tabarnouche. Je l'ai convaincu que c'était cool ce qu'on faisait. C'est ça, exact. J'avais réussi mon objectif. Quand je parle de chance, dans mon parcours, j'ai eu les Marchessault, on l'a Anthony Duclair, Adam Ernie, Kucherov, Grigorenko, Michael Tam maintenant qui est très très impliqué dans le Midget 3 notamment, qui a une belle carrière. Je pourrais t'en nommer plein. Yannick Gourde, Mathieu Olivier qui est encore un de mes gars, Jack Pelletier, Bolduc qui est troisième marqueur chez les recrues cette année. Ça, là, c'est le parcours que les années m'ont amené. Ça a commencé avec les Remparts. Marchessault, je l'ai entraîné, il avait 16 ans, il rentrait dans la ligue, bébite, là, c'était drôle. Mais lui, je l'ai entraîné à ses débuts jusqu'à Golden Knights et compagnie. Ça, c'est le bout de luck. J'ai toujours cru en mes joueurs, je les ai toujours entraînés, que tu sois le gars qui a 26 Coupes Stanley ou que tu sois le gars qui commence, j'ai toujours entraîné mes jeunes de la même manière. Mais ça a été ça mon parcours. Fait que ce côté-là, préparation physique, fait partie de mon histoire. Aujourd'hui, c'est 3 Coupes Stanley, un Conn Smythe, plusieurs médailles olympiques avec Grigo notamment.
trophée de la JMQ, trophée Midget 3A. Tu sais, les trophées, là, on en a plein chez Hard Gym depuis les 20 dernières années. Puis c'est ça. Tu sais, tu as la chance, tu travailles avec les boys correctement, tu appliques la science, mais j'ai été à la bonne place au bon moment. Patrick m'a fait excessivement confiance, a été patient avec moi. Jacques Tanguay aussi a été patient avec moi. Ils m'ont appris à travailler en équipe. Puis ça a donné une belle histoire qui me mène à aujourd'hui encore avoir des joueurs de hockey. Comme je disais, Mathieu Olivier, qui est là, il est dans le wow de cette année. Mais ce gars-là a travaillé fort, là, vous n'avez pas idée, dans l'ombre, à travailler comme un dément, puis à croire en lui. Puis le pouf, à un moment donné, il est clos. Fait que, comme je te dis, tu dois être prêt quand ton temps arrive. Ouais. C'est des travaillants, une belle portion de chance dans l'histoire, mais crime, c'est des bébites, là. Ah ouais. Puis leur temps passe. Tu parlais que tu as travaillé avec Kucherov. J'avais comme oublié, dans le fond, qu'il avait passé au rempart puis tout ça. Comment il était, lui? On dirait que tu le regardes sur la glace, tu te dis, d'après moi, c'est pas le gars qui avait le couteau dans les dents tant que ça dans le gym. Lui, c'était spécial parce que cette année-là, il y avait trop d'euros dans l'équipe de hockey des remparts. Puis, il fallait tout le temps qu'il alterne. OK. Puis, tu sais, c'est bizarre. Puis ça, c'est le côté que pas grand monde connaît. Mais dans le junior majeur, tu sais, moi, je regardais ça puis je me disais... Ben pourquoi tu ne mets pas Kucherov tout le temps sur la glace? Parce que clairement, c'est un joueur dominant. Mais il disait, oui, mais le joueur qu'il faut que j'alterne avec lui, il vient de, je ne me rappelle plus exactement quel pays. C'est la première fois qu'on recrute là-bas. OK. Si je le renvoie chez eux ou que je coupe mon contrat avec lui, ben là, après ça, le pays, il ne voudra plus m'envoyer des joueurs. Ils vont dire que j'ai pas, tu sais, je respecte pas mes ententes. OK. Fait que là, t'imagines le dilemme de Patrick cette année-là, de laisser aller Kucherov, qui a coûté la coupe parce que c'est les Huskies qui nous ont battus, pour garder une bonne réputation puis son honneur avec un pays qui avait dit, écoute, moi, je vais aller recruter. Tu as droit à 2 euros. C'était qui le 3e euro cette année-là? Tu te souviens-tu? On avait, c'était-tu Grigo, Kutch puis Sorensen, je pense. OK. Fait que ça devait être Sorensen. C'est Sorensen, parce que les Norvège deux, c'est ou quelque chose de même. Finlande, Norvège, affaire comme ça. OK. Fait que juste pour garder la réputation puis se dire non, on a une entente avec ce pays-là, on doit s'assurer que on respecte notre entente, il a laissé partir Kucherov, qui est quand même énorme. Là. Mais Kutch, dans le gym, le gars était incroyable. Là. Moi, j'ai tellement eu de fun. Puis là, cette année-là, tu comprends que c'est une game sur 2. Là. Ouais. Fait que là, une game était avec moi dans le gym en LT Scratch, puis l'autre game, il était sur la glace, puis là, ça roulait comme ça. Ça a été incroyable. Il est venu s'entraîner l'été suivant. On avait tellement une belle relation qu'il est revenu s'entraîner au gym au lieu de repartir en Russie. Puis ensuite de ça, ben là, c'est Tampa Bay qui l'a ramassé. Il est allé avec Lambert à Montréal. Puis ensuite de ça, ben là, l'histoire est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il est devenu une superstar dans la Ligue nationale puis il s'entraîne aux États-Unis. Mais c'était-tu un athlète? Il y a des gars que tu coaches, comme moi, pour avoir joué, exemple, avec ou m'entraîner, je veux dire, avec Vermette. Mais tu sais, Antoine... C'est un athlète, là, c'est une machine. Là, ça n'a pas de bon sens. Il était vite, il était fort. Puis il y a des gars qui ont un PC Labrie, c'est une force viking de la nature. Puis tout ça. Puis tu as d'autres gars que, comme c'est des bons athlètes, mais comme normal pour je parle hockey professionnel. Là, mais lui, on dirait que moi, je le connais pas, mais on dirait que je l'imagine pas comme un athlète. J'imagine. Il est fort. Okay. Il était très, très puissant des jambes, très fort des jambes. Ensuite de ça, le haut de corps des Russes n'est pas reconnu comme étant les plus gonflés sur la planète. Là, les gars s'en balancent du haut de corps. Eux autres, c'est les jambes. Puis tu pèses une coupe Stanley, là, c'est à peu près ce qu'ils vont lever au-dessus de leur tête. Là, ils veulent pas lever du gros poids. Mais c'est un gars qui était à l'écoute, qui travaillait fort, une bonne puissance, des bonnes cuisses, vraiment des bonnes bases d'appui. Une attitude, tout le temps en train de sourire, avoir du fun. Honnêtement, c'était vraiment un bon Jack, là, moi, quand je l'ai entraîné. Cool. Puis même l'été au gym, il était tout le temps émerveillé par tout. C'était tellement drôle. Puis on allait faire les marches au Cap là, avec les boys dans le Vieux-Québec. Je les amenais sur les plaines d'Abraham. Pour lui, c'était quasiment un voyage touristique en même temps. Là, il s'entraînait et il avait du plaisir. Fait que non, il a vraiment été super agréable à travailler avec. Je ne l'ai pas recroisé par la suite. Là, on s'est la perdu vie, c'est ça, on fait toutes nos affaires puis on se perd de vue la distance. Fait c'est ça, on l'a vécu plein de fois. Puis mais c'est une bébite aussi au niveau de sa lecture du jeu. Le gars, là, il avait une vision, là, il voyait tout. Il était vraiment impressionnant parce que tu as ce côté-là physique, mais tu as tout le côté aussi. Puis Mathieu Olivier en parle cette année dans une de ses
l'entrevue qu'il a faite, de tout le côté Ouais, gestion, prise c'était ma prochaine d'information, question. Ouais. hyper important. Ouais. Dans il parlait, j'ai vu l'entrevue qui disait qu'il y avait des commotions puis tout Ouais. ça. Puis mon cousin Gabriel Lehoux, que je salue, Gab, c'était un peu son approche aussi. Là, il me fait faire toutes sortes d'exercices un peu que mes gars, ils ont un petit programme. Là, puis j'en parlais justement hier soir avec eux autres, puis que je leur disais, faites-vous vos exercices un peu, tout ça. Fait que ah non, mais ça donne rien, parce que tu sens pas que tu forces, tu sens pas que tu as comme je développe mes abdos ou je développe mes muscles, puis c'est un aspect un peu, voodoo, là, comme il y a des exercices, qui me fait tourner la tête comme ça, que c'est pour dissocier les yeux des mouvements, tout ça, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que on voit de plus en plus qui s'en vient, l'importance du côté neurologique dans le sport. Ça s'en vient. On n'est clairement pas présent là. Moi, quand j'ai commencé la performance, là, puis l'entraînement en préparation physique, là, les parents me disaient pas vouloir que les jeunes soient dans le gym avant d'être midget 3. Mm-hmm. Aujourd'hui, on entraîne des jeunes à 8 ans. Ouais. On leur fait faire de la pliométrie. On leur fait pas faire de la force. Là. On est en accélération, coordination, équilibre, vitesse. C'est ça qu'on travaille avec eux. C'est les patrons moteurs. On planifie le terrain pour que quand la force va embarquer, ils soient capables de l'utiliser pour devenir plus explosifs. Tout le côté patron nerveux, là, c'est en train de sortir. L'élite va le faire parce qu'ils comprennent que... Et tu vas aller chercher aussi le petit edge partout aussi. Oui, là, que... leur corps, c'est leur outil de travail. Exact. Fait que, c'est comme une voiture que tu montes pour aller la Formule 1. Tous les petits détails est calculé, du poids de ton frein jusqu'à... comme tout est calculé. Mais dans la NHL, les gars, c'est le summum. Puis ceux qui veulent performer plus, on est tout le temps en train de le remettre plus loin. On l'a vu, en passant. La préparation physique, qu'est-ce qu'elle a fait, là? Elle a fait en sorte que la Ligue est rendue avec des gars de 220 livres qui rentrent comme des trains, qui sont puissants, qui sont forts. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? On a parti de blessures de « j'ai mal à la laine » à commotion, fracture, déchirure des tendons. Pourquoi? Parce que c'est carrément un char qui te rentre dedans là, à chaque fois. Fait que, je veux dire, c'est excessivement violent maintenant, le sport du hockey. Donc, tu as besoin d'une bonne armure corporelle, mais tu as aussi la pièce qui s'en vient vers toi. Elle jamais, c'est une balle de gun, n'a jamais été aussi vite et aussi pesante. Ça, c'est la préparation physique qui l'a amené là. Là, maintenant, il y a tout l'aspect mental qui s'en vient, l'aspect gestion de l'information pour se protéger aussi, qui devient un gros facteur qu'on va voir apparaître de plus en plus. Prise d'information, juste aussi l'analyse de commotion cérébrale. Ton cerveau, il fonctionnait comment avant que tu en fasses une? Puis, donc, je fais mon baseline. Puis après ça, j'ai une blessure, je vais refaire mon baseline. On veut comparer ton cerveau, est-ce qu'il réfléchit à la même manière, à la même vitesse? Quand tu es rendu à ces niveaux-là, une fraction de seconde peut te coûter une blessure grave. Donc, toute cette science-là au niveau de tout l'aspect mental puis l'aspect prise d'information est en train d'évoluer grand V. Puis Mathieu est dans une des meilleures places en Amérique pour ça. Je veux dire, il fait des trucs d'astronaute là, dans un genre de truc gyroscope, machin. Tu sais, c'est vraiment... Il y a un gars à Trois-Rivières, je pense, qui fait ça aussi. La Croisetière, qui est un peu là-dedans, je pense. C'est un client du gym. OK. Ouais, c'est tout grâce à moi. Ouais, c'est beau ça. Mais non, c'est vraiment fascinant de voir ça. Puis c'est drôle parce que je parlais aujourd'hui avec Lamar, là, qui a passé chez vous, qui me disait ça. Puis il me contait que je disais, maudit que c'est tough jouer au hockey. On était sur la glace, on a fait un petit training, question de se préparer pour notre deuxième ronde de playoffs vendredi. Puis on jasait avec lui après, puis il dit, je parle avec un de mes chums qui joue au football, puis il comprend pas que dans le gym, il est plus fort que moi, il est plus vite, puis que je suis capable de conditionnement d'endurer autant que lui. Puis il dit, crime, tu t'entraînes pas à comparer de moi, comment ça? Mais le hockey, c'est vraiment tough, tu sais. Puis ce qui est particulier du hockey, c'est que je parlais avec lui un matin, puis il riait parce que, tu sais, quand tu y penses, il faut que tu sois all out, là, comme ton plus gros effort pendant 30 secondes, mais en même temps, sur le même chiffre, ça se peut que faut que tu reçois une rondelle délicatement en étant complètement épuisé sur ta palette, que tu as un gars de 220 livres qui s'en vient, puis que là, tu sais dans ta tête qu'il s'en vient pour t'arracher la tête, puis pendant que tu prends cette information-là en 1 seconde, il faut que tu aies la rondelle sur ta palette, tu la soulèves délicatement pour la passer par-dessus un bâton pour qu'elle tombe à plat sur la palette de l'autre gars qui est 30 pieds plus loin.
Puis là, après ça, quand ça finit, tu te fais ramasser comme par un char, comme tu disais. Puis là, il faut que tu repartes à patiner comme un débile. Tu sais, comme quand tu prends tout ça en te tenant sur une lame, que quand tu le décortiques comme ça, c'est tellement un sport fucké, le hockey, là, de tout ce que ça prend. Ouais. Puis je prône peut-être pour ma paroisse, mais je pense pas qu'il y a aucun sport qui demande un mélange de finesse, rapidité, force, tout ça. C'est vraiment spécial. C'est le sport autopropulsé le plus rapide au monde. Déjà en partant. Donc, tu sais, quand on dit, évidemment, si tu es sur un cheval, ça se peut que tu ailles plus vite qu'un joueur de hockey ou quand tu es dans une Formule 1. Mais c'est le sport autopropulsé le plus rapide au monde qui se passe sur des lames de quelques millimètres dans une vitesse inouïe qui frappe avec un bâton qui doit gérer une rondelle. Tu sais, c'est pas comme... Tout est épouvantablement contre la science. Complexe, c'est comme... exact. Fait que, oui, effectivement, c'est le sport le plus complexe au monde. C'est vraiment fucké. Quand tu l'analyses comme ça, puis tu le sais, tu as entraîné des gars, puis à chaque été, comme c'est tout le temps, si je suis pas en shape, comme il n'y a rien comme jouer au hockey. C'est un des rares sports que tu finis ta saison beaucoup plus scrap que quand tu l'as commencé au niveau physique. Normalement, tu dirais, ouais, mais tu es en game shape. Ouais. La game shape, là, niveau physique, les gars sont scrap raides, ils ont mal partout, ils sont plus en forme. Ouais. Puis là, après ça, tu repars à zéro, puis là, tu rebâtis. Tu sais, c'est vraiment, c'est très spécial à entraîner des joueurs de hockey. Non. Vous êtes tous bizarres. C'est ça, j'allais dire spécial aussi entre les deux oreilles, peut-être. Hein? Fait que, écoute, Gab, je continuerai de même pendant une autre heure ou deux, mais écoute, on pourra en faire une phase 2 au pire avant la fin de ta campagne ou quand tu auras gagné. Tu reviendras, on va parler ça va me faire plaisir, puis tu sais, c'est un nouveau défi. Je veux dire, les élections, pour moi, j'ai fait plusieurs phases dans ma carrière, là, que ça soit devenir un préparateur physique, quand même, mettons, reconnu dans mon milieu. Après ça, me partir en affaires, puis de bâtir un gym, puis je suis passé à travers une faillite, puis là, après ça, je rebâtis tout ça. Devenir un homme d'affaires, puis après ça, prendre la place, mettons, plus au niveau politique, politique sur l'activité physique, être plus sur la scène médiatique et tout ça, jusqu'à là, en politique fédérale. Je pense que ça va vraiment être une belle deuxième phase de notre entrevue parce que c'est un nouveau défi que je me lance, que j'espère que les gens de Montmorency-Charlevoix vont vouloir accepter que je les représente parce que c'est aussi une responsabilité. Là. Ben oui. C'est pas juste de dire hey, j'ai gagné les élections. Non, ça vient qu'une grosse responsabilité. Puis je suis aussi dans une circonscription qui a des énormes bottes. Je veux dire, c'est Mulroney, là. Ouais. Comme c'est pas n'importe qui. C'est une circonscription historique. Alors oui, j'ai hâte qu'on en parle parce que là, je vais avoir tout ce bagage-là de préparateur physique, entrepreneur. Puis après ça, je vais pouvoir te parler de c'est quoi, éventuellement, si j'ai la confiance du public, c'est quoi être à Ottawa. Ouais. C'est quoi être dans cette nouvelle game-là là, qui est très différente de, 1, la préparation physique, 2, l'entrepreneuriat, mettons, plus régional. Là, c'est fédéral, c'est quand même pas rien, là, c'est la nation. Fait que, ça va être intéressant d'en parler. Mais merci beaucoup, bonne chance, puis on vote pour Gab Hardy. On vote Gab. Thank you. Merci.